je me présente rapidement. Je suis Cyril Di Palma. Je suis le fondateur de l'association Génération Numérique qui intervient partout en France sur les sujets d'éducation au numérique, hein, d'accompagner les enfants, les adolescents sur les enjeux et les risques liés à ces nouvelles pratiques. Et aujourd'hui, on est là non pas pour les enfants et les adolescents. A priori, j'en vois pas beaucoup. Ils sont partis aussi. Mais on va plutôt parler du rôle ou des enjeux auxquels les parents et les grands-parents vous avez à faire face en considérant que les nouvelles technologies ne sont plus nouvelles, mais en revanche, les questions restent toujours d'actualité. Alors, comme le temps imparti m'est compté, il a fallu que je choisisse les thèmes, et choisir, c'est renoncer, et j'ai fait le choix pour vous, mais j'ai aussi, n'hésitez pas à rebondir immédiatement, à lever la main pour qu'on puisse avoir aussi des échanges. J'ai décidé de vous parler d'un sujet majeur qui est le harcèlement. Mais avant d'arriver au harcèlement, on va faire un chemin, pas tout à fait un détour, même si a priori ça peut sembler iconoclaste. On va aussi parler de pornographie. Alors, je ne vous fais pas un dessin. La pornographie, on sait ce que c'est. Mais le législateur a décidé d'interdire l'exposition des mineurs à la pornographie. Alors, pourquoi ça nous semble évident, peut-être nous, en tant qu'adultes, en se disant que les contenus qui sont pornographiques ne sont absolument pas adaptés à nos jeunes concitoyens. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je ne vais pas vous demander qui parmi vous a déjà vu des images porno. Je vais partir du principe qu'à peu près tout le monde a déjà vu quelque chose. Mais ce que vous avez vu, c'est peut-être des choses qui sont anciennes. Et en fait, en résumé, le porno des années 70, ce n'est pas le porno des années 2020. Alors pourquoi je vous parle de porno, au-delà du fait que ce sont des contenus qui sont choquants pour les enfants et les adolescents, c'est que, l'équipement en smartphone fait que nos chères têtes blondes sont équipées et ont accès de manière assez libre et large à la pornographie, ce qui n'était pas le cas des générations précédentes. Canal+ avait aidé, mais c'était déjà plus compliqué. D'une part, donc un accès très large. Deuxièmement, je vous disais, la pornographie actuelle n'est pas la pornographie d'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Le souci majeur qu'on peut rencontrer, ça va être évidemment les rapports humains, la position, si je puis dire, la posture, les rapports de domination femmes-hommes, les questions de consentement, les questions d'image, de corps, de rapport à son corps, de rapport au corps de l'autre. Et là, en fait, je viens au cœur du problème. Le problème, et pourquoi je parle de ce sujet avec vous, parce que j'imagine que vous êtes peut-être grands-parents, et il est des sujets qu'il est plus facile d'aborder quand on est grand-parent que quand on est parent. La sexualité en fait partie. Vous allez avoir, non peut-être pas toujours des relations à la poupette de la boum, mais en tout cas, vous allez avoir une parole qui va être différente de celle des parents. Vous n'êtes pas dans le même rôle, vous n'êtes pas là dans l'éducation, vous êtes plutôt parfois dans la confidence, dans la discussion, dans l'échange, dans le divertissement, et ça permet aussi de passer des messages éducatifs. Et donc c'est pour ça que je vous alerte sur la question de la pornographie, parce que je sais, par expérience, que les parents n'osent pas. Et c'est vrai que quand on est parent, de se dire que quand son gamin a 10 ou 11 ans, il faut commencer à lui parler de porno, ça peut paraître bizarre. Et pour autant, on a 2/3 des gamins de 10-11 ans qui ont déjà vu des images porno. Alors, donc vous voyez que l'enjeu, il n'est pas des moindres. Et cet enjeu, il dévoie notre jeunesse d'une certaine manière. Alors, je ne me fais pas perdre la morale à interdire la pornographie. Ça, c'est un jugement que je ne me permettrai pas. En revanche, c'est les conséquences que la pornographie peut avoir, notamment sur notre jeunesse. Nous, on a notre libre arbitre, on a fait notre vie, on sait, on a roulé notre bosse. Bon, on fait la part des choses entre le hardeur performeur et puis la réalité. Ce qui n'est pas forcément le cas des gosses. C'est normal. Ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de modèle. Donc, ils vont prendre la pornographie pour argent comptant. Donc, évidemment qu'on est tous intéressés pour savoir comment ça fonctionne quand on est gamin. On se dit, tiens, on va trouver des réponses. Oui, on va trouver des réponses. Oui, mais lesquelles? Quels sont les modèles qui sont offerts? Pas des bons. Comme je vous le disais, l'enjeu, il est sur la place de la femme et de l'homme. Le fait que des femmes disent non, non, non et finissent au lit. Mais ça se retranscrit après dans leur rapport de groupe, dans leur rapport entre eux, dans leurs pratiques sexuelles. Alors, les pratiques sexuelles à plusieurs ont fortement augmenté et se sont fortement rajeunies. Alors, moi, je ne suis pas contre, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais d'offrir ce seul modèle ce seul élément comme modèle à nos enfants, c'est dangereux.
Tout à l'heure, on parlait de débats scientifiques, etc. En fait, c'est des éclairages qu'il faut apporter, une diversité. Et là, en l'occurrence, ils n'en ont pas. Je vous le disais, les parents n'osent pas. Allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez poser des questions à vos petits-enfants de savoir s'ils sont déjà tombés sur des contenus pornographiques, des contenus avec des hommes et des femmes nus. Ça ne les choquera pas, ils ont l'habitude. À partir de ce moment-là, vous pouvez engager le débat et la discussion. Et en fait, toutes les clés de réponse, vous les avez, vous les connaissez. Je viens de les aborder en 30 secondes. Hein, le consentement, la posture, la place de la femme, la domination, mais aussi le rapport au corps. Et là, le rapport au corps, c'est quelque chose qui vient en résonance avec le sujet d'aujourd'hui, le numérique. Pourquoi ? Là, j'ai sorti quelques chiffres. Alors, on voit à peu près 300 000 gamins, enfin adolescents tous les ans, et on réalise des enquêtes auprès d'eux, des enquêtes en ligne pour que ça soit anonyme et puis qu'ils ne soient pas jugés par les autres. Ils sont, alors déjà, premier chiffre, ils sont 60% des garçons de 11-14 ans est déjà inscrits sur un réseau social. 81% des filles de 11-14 ans. Donc globalement, on a 2 tiers des gamins de moins de 13 ans qui sont sur des réseaux sociaux. C'est interdit. Je vous rappelle qu'il est interdit d'être inscrit sur un réseau social avant l'âge de 13 ans. Et entre 13 et 15, normalement, il faut une validation des parents. Ce que personne ne fait, ce que personne ne demande. Mais maintenant, on va encore mieux comprendre pourquoi il y a cette interdiction, ou en tout cas cette restriction. Donc ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Ils se montrent et ils observent. Ils se montrent, enfin on se montre, parce que c'est le cas de tous les utilisateurs des réseaux sociaux, on se montre. Et on montre quoi quand on est adolescent? On montre son corps, on montre ses abdos quand on est garçon, on montre ses formes quand on est des filles. Les filles sont souvent, à l'adolescence, les reines du contorsionnisme, où sur le selfie, il faut montrer à la fois le visage, la poitrine et les fesses. C'est compliqué, elles y arrivent difficilement, mais elles tentent. Tout ça pour vous dire que on est rentré, ça fait des années qu'on est rentré dans une société un peu du spectacle. 2002, Loft Story. Vous allez voir, je vais revenir dessus. Donc, société du spectacle, mais offerte à tout le monde. On a un smartphone, on s'inscrit sur un réseau social, il n'y a pas de contrôle d'âge. Je dis que j'ai 20 ans, j'en ai 10, c'est pas grave. Je peux m'exprimer. M'exprimer, écrire, parler, faire des vidéos et faire des photos. À partir du moment où vous montrez, il faut qu'il y ait aussi un cadre de référence. Qu'est-ce que vous montrez? À qui? Pourquoi? Et les gamins, d'après vous, pourquoi ils se montrent? Pourquoi ils s'exhibent presque? D'une part, c'est pour se faire mieux accepter par leur père. Oui, tous leurs camarades de classe sont aussi sur les réseaux sociaux. C'est un peu la course à l'échalote de celui qui aura le plus de contacts, d'amis, de contacts, de commentaires ou autres. Donc on a une compétition vers la popularité. Mais c'est intrinsèque à l'adolescence, ce n'est pas une surprise. Maintenant, l'outil leur permet ça, mais leur permet donc de se montrer pas forcément sous le meilleur angle. Pas sous le meilleur angle dans le sens où, par rapport au modèle, et notamment pornographique dont je vous parlais précédemment, les réseaux sociaux vont les amener à croire que, la beauté, elle est stéréotypée. Je vais faire une caricature, un raccourci, la Barbie. OK. Donc ça va être le modèle de la perfection du 90, 60, 90 des mannequins. Mais alors qu'on n'est pas comme ça, on est même très loin d'être comme ça, et en fait, il y en a très peu qui sont comme ça. Et peut-être tant mieux, je ne sais pas. En tout cas, c'est la diversité. Mais en tout cas, ils continuent de croire que c'est ce modèle. Par rapport à leurs camarades de classe, il faut être la plus belle ou il faut être le plus beau. Enfin, les garçons, c'est plutôt dans les abdos et la muscu. Donc, soyez pas surpris aussi de voir les jeunes ados maintenant qui commencent à faire de la musculation très tôt, bien avant la fin de leur puberté, et de s'y mettre. C'est notamment pour pouvoir être beau selon leurs critères sur les réseaux sociaux. Donc, ils se montrent. C'est ce qu'on appelle l'extimité. C'est un peu l'exhibitionnisme et l'intimité. Ils n'ont plus, ça c'est un autre point que je voulais aborder avec vous, ils n'ont plus les mêmes rapports à l'intimité, à la vie privée et à la vie publique. On a vécu sans réseaux sociaux, on a vécu avec, enfin je dis nous, une génération avant le smartphone collé dans la main, on a vécu avec cette notion très claire pour nous de vie publique, vie privée. Ce qu'on montre, ce qu'on ne montre pas, ce qu'on dit aux uns et pas aux autres. Ce n'est pas du tout le cas, c'est des concepts qui sont beaucoup plus flous pour nos enfants et nos adolescents. Du fait de cette utilisation permanente des smartphones, des réseaux sociaux, de l'échange entre eux.
c'est pas tellement de leur faute si on ne leur explique pas. Et en effet, on leur explique difficilement, enfin je dis difficilement de la part des parents, ils ne pensent pas à leur expliquer que quelque chose qui est naturel pour eux mérite d'être enseigné aux enfants et aux petits-enfants. Donc de leur rappeler qu'on ne montre pas tout à tout le monde et que la notion d'amitié, elle est différente. On ne parle pas de la même chose à un copain de vacances qu'on vient de rencontrer au camping ou à la plage, comme on parle à son ami de 30 ans, même s'il y a des amis de 30 ans qui ont mis des coups de poignard dans le dos. Mais ça, c'est autre chose. Donc on n'a pas ils n'ont pas ces références et c'est à nous, adultes, de leur donner, de leur expliquer, en effet, qu'on ne montre pas tout. Parce que, et là la boucle se boucle enfin, c'est que par rapport au harcèlement, qu'est-ce qui va provoquer le harcèlement? C'est souvent l'intolérance vis-à-vis de la différence, mais aussi la moquerie. Alors les cours d'école sont la jungle, c'est un des endroits les plus cruels au monde que je connaisse. Mais j'allais dire, à notre époque, avant les réseaux sociaux, une fois qu'on s'en était pris à quelqu'un, il rentrait chez lui, c'était fini. Là, ça dure. C'est permanent. Un autre chiffre, puisque ça va illustrer ce point-là. À la question, as-tu un appareil numérique, ordinateur, téléphone ou tablette en permanence avec toi dans ta chambre? Ils sont 62% à dire oui. Donc 62% des enfants confessent qu'ils ont tout le temps un appareil avec eux. Donc, le harcèlement via la partie cyber, en ligne, perdure. Et elle perdure sur des éléments, notamment physiques, il ne faut pas se leurrer. L'adolescence, c'est l'âge qu'on appelle aussi ingrat, ou de reconnaissance par ses pairs. Et donc, on a besoin de se montrer et de se faire accepter. Mais dans le lot de ceux qui vous aiment bien et qui vous apprécient, qui vont vous faire des compliments, c'est ce que vous allez chercher quand vous publiez quelque chose. Vous n'allez pas chercher des insultes. Pour autant, dans le lot de gens qu'on a acceptés préalablement, il n'y a pas que des gens bienveillants. Ça, c'est un autre point. C'est la communauté à laquelle s'adressent nos enfants et nos petits-enfants. Alors, on a arrêté de poser ces questions-là, mais c'était sur le nombre d'amis, entre guillemets, amis au sens réseau social du terme, combien de contacts les enfants avaient. 100, 200 et plus. Évidemment qu'on n'a pas 100 amis, ou encore moins 200. Donc on accepte un peu n'importe qui. Pardon? Bon, oh non, mais n'hésitez pas. Alors quand on leur pose la question de savoir s'ils ont déjà discuté avec des inconnus sur Internet, alors non, même pas. As-tu déjà accepté un ami ou communiqué sur Internet avec des personnes que tu n'avais jamais vues avant? Bon. C'est quand même 32% des 11-14 et 66% des 15-18. C'est fait pour, d'un autre côté. C'est fait pour rencontrer, discuter, échanger. L'outil est là pour ça. Mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des débordements et que parmi le lot de gens avec qui on communique sur les réseaux qu'on ne connaît pas, ils ne nous veulent pas forcément du bien. Donc s'ils ne nous veulent pas du bien, dès qu'on publie quelque chose, ils ne vont pas forcément être élogieux. Ils vont au contraire troller, donc être malveillant, je n'ai pas d'autres mots en français, et donc insultant. Combien d'exemples avons-nous d'artistes, de personnes publiques qui sont sortis des réseaux sociaux en se disant non, c'est plus possible? Alors, des adultes, là je ne sais pas pourquoi je pense à Bec BD, mais il n'y a pas que lui, face à des torrents de haine, n'ont pas trouvé d'autre moyen que de se détourner de ces moyens de communication pour éviter le flot. Alors, très bien, mais imaginez ce qu'un adulte, la quarantaine, qui a de l'expérience, qui a la peau dure, refuse de rentrer dans l'arène ou décide de sortir de l'arène. Un gamin de 15 ans, il ne va pas avoir le même réflexe, pas du tout, au contraire, puisque tous ses amis y sont. Alors sur la centaine d'amis les centaines de contacts qu'il a sur les réseaux sociaux, peut-être il a une partie qui sont des amis, même si les amis ne sont pas toujours tendres avec nous, mais il a une partie qui n'est pas amicale. Donc ça contribue à une moquerie, une raillerie, à une insulte, et donc au harcèlement. Voilà. Donc pour vous dire, en résumé, que quand on publie pour avoir des bons commentaires, mais ce n'est pas toujours terrible ce qu'on fait. Et forcément, dans le lot, il y en a qui vont se moquer. Encore plus à l'adolescence. Donc il est primordial qu'on leur fasse comprendre qu'on ne montre pas tout et on ne montre pas tout à tout le monde. Alors,
On pourrait se dire, mais que fait la loi? C'est une question, et pourtant la loi est là, elle protège, elle est là pour lutter contre les incivilités en ligne, pour lutter contre la haine en ligne, contre le harcèlement scolaire. Il y a plusieurs lois qui ont été faites contre les raids numériques. Les raids numériques, c'est en fait, même si vous ne proférez qu'une seule insulte, mais que vous faites partie d'une meute, bah, vous êtes considéré comme un harceleur. Donc la loi est là, mais malgré tout, on considère qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont harcelées tous les ans. 1 million de personnes, dont des enfants. Ça ruine leur scolarité, ça peut conduire au pire, c'est-à-dire le suicide. Ce n'est pas un sujet à prendre évidemment à la légère. Les pouvoirs publics ne le prennent pas à la légère. Je ne suis pas là pour faire l'avocat d'un gouvernement, puisque de toute manière, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le circuit et je ne peux que noter l'implication des pouvoirs publics à lutter notamment contre le harcèlement. Mais malgré tout, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Pour qu'il y ait un harcèlement, donc je disais, il y a un effet répétitif d'insulte ou un effet de meute. Ok. Mais la victime, que fait-elle? Donc la victime, ça peut être votre fille, garçon, petit-fils, petite-fille. Eh bien, elle ne fait rien. Parce que quand on est victime, on en a honte de la situation dans laquelle on est. Donc on ne se confie pas. Je me souviens du témoignage de la meilleure amie, je crois qu'elle s'appelait Lola. Elle s'est suicidée à la suite de harcèlement et de cyberharcèlement. Et sa meilleure amie, c'était en couverture d'un quotidien, elle disait « Même moi, je ne savais pas ». Alors, les gamins, quand ils sont entre eux, ils se parlent de tout, de beaucoup, en tout cas plus qu'avec nous adultes parfois, et malgré tout, ils ne savent pas. Donc comment nous, parents ou grands-parents, pouvons le savoir? Et c'est là où je ferai une petite différence néanmoins entre parents et grands-parents. Les parents sont mis de côté dans ces cas-là, malheureusement, et vous pouvez aller questionner votre enfant de savoir comment ça va, etc. Vous n'aurez pas de réponse « oui, je suis harcelé » ou « oui, je suis insulté ». Vous ne l'aurez pas, ou très rarement. Donc autrement dit, vous ne l'aurez pas. Les grands-parents, vous aurez peut-être une différence de traitement parce que vous n'êtes pas dans les mêmes rapports. Peut-être que les enfants et les adolescents estiment qu'ils sont jugés par leurs parents, qu'ils ne comprennent pas qui ils sont alors qu'ils devraient. On n'a pas le même rapport enfant-ado avec les grands-parents. Donc là aussi, vous avez une carte à jouer. Je ne vous jette pas la responsabilité en disant maintenant, s'il y en a s'il y a un malheur dans votre famille, ce sera de votre faute. Mais en tout cas, de votre côté, vous pouvez agir. Vous pouvez agir en essayant, je dis bien essayer, de détecter les signaux qui sont plutôt faibles. Alors les signaux faibles en cas de harcèlement, ils sont assez simples, on les connaît. C'est est-ce que le collégien ou la collégienne mange seul à la cantine? Est-ce qu'on lui renverse son plateau? Est-ce qu'on lui fait tomber son sac? Ou renverser son sac? En fait, ça n'a rien à voir avec le cyberharcèlement. Ça vient en plus. La partie en ligne vient, c'est une couche supplémentaire de malveillance et de méchanceté. Les premières causes de harcèlement sont vraiment souvent dans la cour ou dans le club de sport ou de divertissement, du fait des autres enfants qui sont côtoyés par nos victimes. Donc, c'est plutôt d'avoir ces questions, de savoir s'il y a des relations amicales, si cet enfant accepte de continuer d'aller dehors, de rencontrer ses amis. S'il y a un enfermement, un renfermement, c'est un signe. Je vous disais, les plateaux, la conduite scolaire est un signe. Les notes sont un autre signe. Donc on n'a rien qui va permettre de détecter, objectivement. On va avoir que des signaux faibles. Donc c'est en ça où c'est une œuvre collective, puisque pour voir qu'il y ait une victime, il faut qu'on ait un peu tous les yeux ouverts. Tous les yeux ouverts, c'est aussi les camarades de classe. Mais là, je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu un SMS tout à l'heure d'un de mes animateurs qui est dans la région nantaise et il vient de découvrir qu'il y avait une victime de harcèlement sur un groupe WhatsApp. Elle est toute seule, ils sont 200. Personne n'était au courant. Alors, personne n'était au courant de l'établissement scolaire, des adultes. Évidemment, il y avait 200 personnes dans le groupe, donc il y en a qui étaient au courant. Mais qu'ont-ils fait? Rien. Ils ne font rien, nous ne faisons rien, on laisse passer le train et on ne s'occupe pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je dis nous, parce que ça participe aussi de cette forme d'incivilité, de voir qu'il y a des choses pas terribles, parfois même illégales, et de les laisser. Alors,
pas rentrer non plus dans de la délation, mais en tout cas de faire preuve d'empathie. On n'est pas là pour ce qu'on dit aux enfants et aux ados, on est balancez pas vos potes, mais au moins protégez la victime. Donc c'est une réaction aussi collective de nettoyer, de contribuer à nettoyer aussi les réseaux sociaux. Et là, on a tous notre part, de la même manière que vous pouvez ramasser un papier sur la plage, parce que même si ce n'est pas vous qui l'avez fait tomber, eh ben, vous pouvez aussi contribuer à signaler les contenus qui sont illégaux, injurieux, insultants, racistes sur les réseaux sociaux. Vous contribuez à votre échelle à nettoyer Internet, qui n'est pas qu'une zone de bienveillance. Donc on a le rôle des pouvoirs publics, on ne peut pas dire qu'ils font rien. Alors après, ce n'est pas toujours efficace. On a eu le lancement d'un grand programme dans l'éducation nationale lancé par Jean-Michel Blanquer, le programme phare, le plan de lutte contre le harcèlement, qui déploie des moyens humains, notamment, qui a mis en place une chaîne d'alerte, qui a notamment, et je trouve que c'est un des points principaux, c'est au niveau adulte de l'établissement, c'est de les mettre en relation. Parce que comment ça se passe dans un collège ou dans un lycée? Le harcèlement commence plutôt collège, voire même école primaire. Vous êtes le prof d'histoire, bon, vous attendez dans votre classe et puis il y a les élèves qui arrivent. Il y a un élève qui est bousculé. Bon, bah, il y a un élève qui est bousculé, ça arrive. L'heure d'après, c'est la prof de sciences nat. Mais ils ne se parlent pas. Donc il y en a un, c'est un événement, l'autre, c'est un événement. Mais en fait, quand on relie les deux, ça fait une droite et ça nous emmène peut-être vers du harcèlement. Donc ce plan avait contribué à cette discussion entre adultes. Et malgré tout, vous voyez, compte tenu de l'anecdote qui m'a été racontée encore tout à l'heure, malgré tous ces dispositifs, ils ne l'ont pas vu. Donc on n'a pas toutes les réponses, malheureusement, et c'était les points sur lesquels je voulais vraiment accentuer cette prise de parole avec vous, parce que c'est l'enjeu de la survie de notre jeunesse. On a, même si on peut considérer que le suicide c'est la première cause de mortalité chez l'adolescent, faut aussi essayer de réduire les causes des suicides, et notamment le harcèlement et le cyberharcèlement. Donc, retenez, si vous le voulez, ce que j'ai pu vous dire sur cette partie liée aux réseaux sociaux. Il y a des coupures, ouais. Ça passe. Bon, sinon, je parle fort. Hein. Bon, de toute manière, on n'est pas 500, donc je pourrais sans micro. Donc, cette vision du corps, cette vision de la performance, cette vision de l'acceptation de soi, qui contribue à cet exhibitionnisme. Et je vous le disais, hein, c'est pas nouveau. Je vous rappelle, c'est le Loft en 2002. On a commencé à avoir cette impression, et c'est pas qu'une impression, c'était une réalité, que monsieur, madame, tout le monde, Loana en l'occurrence, dès la première, qui sort de nulle part, qui n'a rien fait de sa vie sauf être dans une télé-réalité, deviennent célèbres. Et bien 2002, qu'est-ce qui s'est passé en 2003? On a la création de Skyblog, explosion en 2004. Skyblog, c'est le premier réseau social, et notamment en France, avec des dizaines de millions de comptes. Et ben, donc c'est la porte, ça y est, elle s'est ouverte, et elle est ouverte à tout le monde. On n'a pas besoin d'être sélectionné par une chaîne de télé pour participer à une télé-réalité. On peut soi-même diffuser ce qu'on veut et se dire c'est moi le plus fort, ou c'est moi le plus beau, ou c'est moi. En tout cas, c'est moi. Donc être dans l'exhibitionnisme. Donc ça vient de là. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et en fait, sans pour autant dire que nos enfants sont les victimes de cette société du spectacle, en tout cas, ils y participent, mais ils y participent sans avoir ce recul qu'on peut, nous, avoir en se disant non, bon, nous, on ne va pas tout montrer. Il y a des photos dans le grenier qu'il ne faudrait peut-être pas qu'ils tombent entre les mains de tout le monde. Ce n'est pas leur cas. Ils n'ont plus de grenier. Enfin, ils n'ont plus de grenier. Ils en auront bientôt, mais enfin, leur grenier, il est là et il est permanent. Parce qu'une des règles d'Internet, c'est que, une fois que c'est sur Internet, c'est public, et deux, une fois que c'est sur Internet, c'est permanent. Vous pourrez chercher à le faire supprimer, ça sera supprimé à un endroit, mais il y aura eu largement une copie à un autre, et ces contenus vont se diffuser. Je vais vous raconter une anecdote qui a maintenant une quinzaine d'années, une gamine qui est en Isère, qui fait, elle a 10 ans à l'époque, elle fait un rap, alors voilà, face caméra, face webcam, diffusé sur YouTube. Franchement, à 10 ans, on ne peut pas s'attendre à des performances. Il y a des professionnels pour ça. Et ben, elle a pris un flot d'insultes sur YouTube. Ok. Elle a fermé sa chaîne. Et alors, la vidéo, elle tourne toujours. Il
il y a 15 ans. Bon, la gamine, elle a même maintenant des enfants, mais sa vidéo tourne toujours. Parce que des petits malins ont fait des copies, ont fait des photos, ont fait des copies de la vidéo et l'ont diffusée sur d'autres comptes. Donc ça, c'est valable. C'est valable, façon de parler. C'est valable aussi pour d'autres aspects. Et là, je vais rejoindre les réseaux sociaux et la sexualité. Est-ce que vous avez eu vent, c'est arrivé à Laure Manodou, son petit copain, après sa rupture, il a diffusé des photos d'eux, enfin d'eux, enfin, ou d'elle, ça dépend des angles. Bon, en fait, ils ont filmé une de leurs relations sexuelles. Bon, ok, pourquoi pas. Oui, sauf qu'ils se sont séparés. Lui, il l'a eu mauvaise et puis il a diffusé ça. Laure Manodou, à l'époque, je ne sais pas quel âge elle avait. Je crois qu'elle n'avait pas 20 ans. Enfin, en tout cas, mais qu'on ait 20 ans ou 40, pas agréable. Ça s'appelle du porn revenge. Mais c'est pour vous dire que là aussi, se prendre en photo, se filmer, c'est marrant, ok, ça fait partie d'une mode entre eux en tout cas, mais ça peut avoir des conséquences. C'est pas anodin. Et là, on rejoint encore le point que j'abordais tout à l'heure sur vie privée, vie publique, intimité. Ces notions sont bouleversées avec les réseaux sociaux et le smartphone. Donc, on a. Alors, là, vous allez rentrer, vous allez tout couper. Mais non, on ne va pas tout couper parce que on serait bien embêté de ne plus en avoir déjà. Mais en revanche, on ne peut pas les laisser backnoder en ligne sans surveillance, sans contrôle et sans éducation. Est-ce qu'on laisse un gamin de 10 ans sortir dans la rue à 22h ou 21h et puis sans se poser de questions? Non, ça ne nous vient pas à l'idée. Si? Ouais, enfin c'est... Mais il y en a qui méritent aussi, vous avez raison, il faut les foutre dehors. Non, mais dans la globalité, on pose la question, où tu vas, avec qui, qu'est-ce que tu vas faire? Ils ne vont pas nous raconter tout dans le détail. Et heureusement, c'est leur vie, mais ils vont mener leurs propres expériences. On le sait, on est passé par là, c'est le chemin de la vie. Mais on pose un minimum de questions et on s'intéresse un minimum à eux par sécurité, au moins par sécurité. Les parents n'ont pas le réflexe d'avoir les mêmes questions quand il s'agit de leurs activités en ligne. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent souvent déconnectés et en se disant « je n'y comprends rien ». Mais en fait, il n'y a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne dans le détail. Qui a le permis le permis voiture? Tout le monde, ou presque. Est-ce que vous savez comment fonctionne un moteur à explosion? Un peu. Et alors? Ça, c'est pas ce qui est important dans la conduite. On a des aides à la conduite. C'est pas pour autant qu'on ferme les yeux. Bon, dans les Tesla, ça marche, mais pas trop longtemps. Mais pour vous dire que la technique aide, mais il y a un humain. Le smartphone, les réseaux sociaux sont des aides fantastiques de découverte, de divertissement, de tout ce qu'on veut, mais il faut savoir s'en servir. Et pour savoir s'en servir, il y a un moment ou un autre, il faut passer par de l'éducation. Et donc, on n'a pas besoin de savoir que l'algorithme de TikTok, il sait repérer le nombre de secondes qu'on passe sur une vidéo pour le dire, tiens, celui-là, il l'aime, donc je vais lui remettre des vidéos que je classe dans ma même catégorie pour lui pousser des contenus qui lui plairont. Ouais, très bien, c'est bien de le savoir, mais si on ne le sait pas, c'est pas très grave. Ça n'empêche qu'en tant qu'adulte, même si on n'est pas utilisateur de TikTok, c'est de se dire qu'est-ce que tu regardes, combien de temps, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'attire, quels échanges tu as avec les autres. Et ces questions, en fait, elles ne sont pas numériques, elles sont d'éducation. Ah, j'ai la même sonnerie, j'ai cru que c'était moi. Je dis mince. J'aurais dû faire l'annonce comme au théâtre. Éteignez vos téléphones, mince alors. Un autre exemple, les smartphones, ça fout le bordel. Ouais. Il m'a fait perdre le fil. Je ne sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Donc, on a tous un rôle éducatif à jouer. Malgré nos incompétences présumées techniques, on a l'expérience de la vie, le recul, la sagesse qui nous permettent quand même de donner des conseils. Je vois l'heure qui tourne. Voilà, allez-y. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, il nous reste un petit peu de temps. J'ouvre les portes moi aussi. Donc si vous avez des questions. Bah non, vous...
Mais non, mais... Ah, si, je dois cracher dedans. Je n'ai pas l'habitude. Alors, sinon, collez-le sur le menton, ça marche toujours. Voilà, je vais le coller au menton. Merci beaucoup. En fait, vous avez survolé plein de choses, évidemment. Vous n'avez pas pu rentrer dans tous les détails. Je suis une maman de 4 filles, de 4 à 21 ans. Et donc, du coup, je suis en plein dedans. Et c'est vrai que pour rajouter à ce que vous avez dit, je pense qu'il y a plein de choses. Je pense que dans la pratique sexuelle, ça fait déjà au moins 7-8 ans, quand je voyais mon psychiatre, il me disait « Faites très attention parce que je vois des jeunes filles qui viennent chez moi et qui sont détruites ». Et donc, il savait que j'en avais déjà une de 14 ans. Et qu'en effet, que l'exemple de la pornographie d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a connu, nous, sur Canal+ ou autre, c'est plus du tout la même chose. Le problème, c'est que les garçons, ils demandent aux jeunes filles de faire des choses qui ne sont pas normales, mais pas du tout normales. Et qu'en fait, pour se faire accepter, et je le vois dans le témoignage de mes filles qui me racontent ça à la maison, etc., c'est que pour se faire accepter, on n'embrasse même plus un garçon. On va déjà bien plus loin, rien que pour déjà être aimé d'un garçon. Et c'est terrible, en fait, que la normalité, c'est plus du tout ce que nous, on a connu. C'est pas se tenir la main, c'est pas se faire un bisou, c'est, comme vous l'avez dit, même la pratique en groupe, de plus en plus jeune, et ça semble la normalité. Et donc, je pense que nous, en tant que parents, grands-parents, et moi, c'est vrai que mes filles, mes aînées, parlent beaucoup plus à ma maman qu'à moi, et tant mieux, parce que je pense que... et puis, elle ne me dit pas tout, parce qu'elle ne veut pas casser une certaine confiance. Donc, au début, j'ai eu difficile avec ça, d'ailleurs, en tant que maman. Mais vous avez raison de dire qu'avec les grands-parents, ils ont une ouverture, ils peuvent beaucoup plus facilement parler de choses. Et voilà. Et j'avais des questions sur... finalement, les parents sont beaucoup aussi sur les réseaux sociaux eux-mêmes. Ils photographient leurs enfants tout le temps. Ils mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux. Donc, autant mes grands... ok, nous, on n'est peut-être pas baignés là-dedans, mais les petits, maintenant, c'est vas-y, pose devant la grande roue, devant ceci, devant cela, vas-y, pose et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants qu'on met tout le temps sur les réseaux sociaux déjà? Comment on les éduque par rapport à ça? Et puis, moi, il y a déjà 10 ans, mon mari suivait ma grande. Il savait qu'elle était... alors, c'est sur les Facebook, maintenant, c'est TikTok, maintenant. Et qu'est-ce que vous conseillez? Alors, moi, maintenant, mes enfants ont accepté, les grandes ont accepté que je les suive. Je suis sur TikTok juste pour, entre guillemets, voir un peu ce qu'elle poste et me dire, voilà. Après, elle joue le jeu, donc elle pourrait avoir des comptes, d'autres comptes, sous d'autres noms, voilà. J'ose espérer qu'elle joue le jeu et que, voilà. Mais qu'est-ce que vous conseillez par rapport à tout ça? Comment contrôler? Parce que ce n'est pas tout d'aborder la parole, mais voilà. Alors, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs points dans votre propos. L'exemplarité, évidemment, l'éducation passe par l'exemplarité. Et il est difficile de faire comprendre à un gamin, pose ton téléphone, si soi-même on n'est pas à table et on se laisse perturber ou déranger par un coup de téléphone ou aller consulter un SMS ou un mail. Donc, ça passe par là. C'est pas le rôle des grands-parents, en revanche. Ça, c'est vraiment le rôle des parents. Mais bon, les grands-parents ont aussi un rôle d'exemplarité. Et si le téléphone s'invite à table, ça, c'est un problème. En fait, c'est un problème. L'écran n'est pas un problème en soi. Si moi je fais une caricature, souvenez-vous des affichages dans les gares, c'était des panneaux qui tournaient. Maintenant, on a des affichages, c'est un écran. Bon, l'écran, il n'est pas mauvais en soi. Ça dépend ce qu'on en fait. Donc, on a la question de savoir ce qu'ils y font, le temps qu'ils y passent, pourquoi y faire. Et en effet, là-dessus, nous, on a notre rôle à jouer parce que si nous-mêmes, dans notre contrôle de temps, on voit qu'on y est 2, 3, 5, 10 heures dans la journée, pourquoi faire? Alors, deuxième point, l'exposition des enfants, en tout cas la diffusion d'images. Et même au-delà de ça, je dirais, il y a le cas extrême sont les enfants youtubeurs, on a appelé ça comme ça, c'est-à-dire les parents qui mettent en scène leurs gamins, qui les filment à ouvrir des cadeaux et qui gagnent de l'argent. Là aussi, c'est pareil, c'est comment voulez-vous inculquer à vos enfants une certaine prudence et donc une réserve sur la publication de photos si vous-même vous les mitraillez et que vous publiez, parce qu'on peut mitrailler sans publier. Donc là aussi, c'est pareil, c'est une réflexion à avoir en tant qu'adulte en se disant mais quelle image, quel message je donne à l'enfant en le photographiant et en publiant. Il n'y a pas de raison que si on fait ça, il ne va pas avoir tendance à le faire par la suite. Mais nous, on a une différence, c'est qu'on va peut-être, enfin j'espère, en tant qu'adulte, réfléchir au pourquoi, à qui on le diffuse.
Mais donc ça fait partie de l'éducation. Ok, tu vois, je te prends en photo, je t'ai demandé peut-être ton avis, si tu es d'accord, je la publie, mais c'est que pour le groupe WhatsApp de la famille. Et ça permet de rentrer dans la discussion de vie publique, vie privée, intimité. Le troisième point que vous aviez abordé, c'était être copain, globalement, sur les réseaux. Moi, je trouve ça inutile. Je trouve ça inutile, pourquoi? Enfin, je ne vous décourage pas de le faire, mais parce qu'ils sont, ils sont loin d'être bêtes, quoi. S'ils veulent publier quelque chose, ils créent un autre compte. Et puis, on n'est pas là pour être amis. Voilà. Un parent, un grand-parent, on n'est pas là pour être amis. On est le parent, on est le grand-parent. Savoir ce que vos enfants publient, ça peut être rassurant, mais comme je vous le disais, ils ont tellement de moyens de vous le cacher que vous ne saurez pas forcément la vérité. Alors, vous allez sembler avoir une relation de confiance avec vos enfants et c'est super. Mais globalement, ça passe pas par là. Ça passe pas par là. Ça passe avant tout de dire, avant que je t'achète ton smartphone, avant que tu puisses prendre des photos, publier, c'est ok, tu vas peut-être avoir un smartphone. Bon, je vais peut-être t'autoriser à t'inscrire sur Snap ou Insta ou TikTok avant que tu aies 13 ans. C'est interdit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vas être confronté à des contenus qui ne sont pas forcément de ton âge, parce que tu vas avoir des choses, même si elles sont légales, qui ne sont pas faites pour toi, parce que tu peux avoir des sollicitations d'inconnus. Bon. Mais si tu le fais, voilà dans le cadre. En fait, le smartphone, c'est un peu comme le vélo. Comment on a appris à faire du vélo? Ou comment on apprend à faire du vélo? Eh ben, on va expliquer d'abord la partie technique. Il faut appuyer sur les pédales pour avancer, on tourne le guidon pour tourner, les freins, ok. Bon. Mais ce n'est pas là l'enjeu. Rapidement, on va faire ces premiers tours de roue dans une impasse ou dans la raquette devant la maison. Ok. Et puis après, on va être confronté à la civilisation. Donc on va aller sur une rue où il y a un petit peu de circulation, ou en tout cas des piétons, et puis etc. etc. Donc c'est une autonomisation. Le numérique, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas pareil. On ne peut pas donner un outil plus puissant que les ordinateurs qu'on fait décoller Apollo 11 à un gosse sans lui expliquer les tenants et les aboutissants, ce que ça peut faire et ce que ça peut défaire. Donc c'est plutôt dans l'explication de des enjeux et des risques pour pas qu'ils tombent de leur chaise. Ça me permet de faire un pont, si vous le permettez, sur le contrôle parental. Bon, j'aime pas le terme déjà, ça fait un peu espionnage. En tout cas, les outils en Angleterre, ils appellent ça différemment, c'est plus de la gestion des relations intrafamiliales en ligne. C'est bien gentil, mais ça vous met votre gosse dans une bulle. Ouais, mais le gamin d'à côté, son pote de foot, il n'a peut-être pas la bulle. Et donc c'est bien gentil, mais donc c'est peut-être mieux de lui dire qu'à un moment ou un autre, il va être confronté à des trucs qui sont pas terribles. Alors, parmi les contenus haineux auxquels ils sont confrontés, alors déjà, ils sont 4 sur 10 de 11-18 ans à avoir vu des contenus qui les choquaient. Alors, qui les choquent, ce n'est pas une norme, c'est individuel. Et avant de choquer un gosse, il faut quand même y aller. Donc ça veut dire qu'ils sont confrontés à énormément de contenus. Nous, on a publié des chiffres la semaine dernière. Donc il y a évidemment des contenus racistes, etc. Mais il y a la maltraitance animale, des bagarres, des tortures, des scènes de guerre. Ouais, quand on a 12 ans, regardez, la télé, il y a l'ARCOM, enfin ex-CSA, qui disait, voilà, programme pour les plus de 12, pour les plus de 16, pour les plus de 18. Sur Internet, on n'a pas la même chose. Donc c'est à nous d'expliquer qu'ils vont tomber sur des contenus qui ne sont pas pour eux. Et que ça peut les choquer. Ça y est? Ah bah oui. Ça doit les choquer, même. Et qu'ils doivent en référer un adulte. Eh bien, merci. Merci à vous. On l'applaudit bien fort.